Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info sur Canal 10 Télévision. Au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et aujourd'hui nous parlerons notamment du procès pour les réparations suite effectivement au radia et à la traite négrière. Nous en parlerons notamment avec Maître Sarah Aristide. Ce sera après la coupure pub de 19, même pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 18 octobre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous irons sur le front social et plus précisément à la clinique de Choisy où les agents engagent une lutte contre l'obligation vaccinale. Puis nous parlerons politique avec la présentation des 3 binômes du parti Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable. Et enfin une petite escale à Marie-Galante, plus précisément à Grandbourg où la mission du patrimoine finance les travaux de réhabilitation du moulin à vent de Roussel. Et avant de développer ces quelques titres, notez que Colin Powell, premier afro-américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major, est décédé aujourd'hui du Covid-19. Selon les dires de sa famille, il était complètement vacciné. Cependant, il souffrait d'un myélome multiple, une forme de cancer du sang qui affecte le système immunitaire. Vaccin qui, on le rappelle donc, n'empêche pas de contracter la maladie, de transmettre le virus ou de mourir, tout simplement. Et la campagne vaccinale pour la grippe a commencé aujourd'hui, d'ailleurs dans les EHPAD, et le 22 octobre, ça se poursuivra pour les publics prioritaires. Et le vaccin cette année contre la grippe sera combiné normalement au rappel Covid. Oui, effectivement, normalement ils seront combinés les deux vaccins. Et samedi, les associations et syndicats opposés à l'obligation vaccinale se sont donné rendez-vous à Bémao. Une nouvelle mobilisation pour réaffirmer le rejet de cette mesure par une large majorité de la population guadeloupéenne. Au 12 octobre, l'on comptait 33% de personnes injectées avec une dose et 30% de schéma vaccinal complet. Regardez. C'est important que nous là, parce que comme elle va continuer, nous suivons notre service aussi, quand nous comme ça, nous sommes pour nos premières doses nous le 15 octobre, c'est-à-dire hier, et pour nous présenter un schéma vaccinal complet d'ici le 15 novembre. Si l'idée nous dit nous aille n'importe côté en pays là, nous qui aille. Et c'est ça nous voyons comme message bayo aujourd'hui là, parce que nous voyons les frères martiniquais, les frères guyanais, genre la répression policière. La répression policière qui a tombé si haut. Aujourd'hui là, nous avons vrai des gens qui ont soigné les gens dans le pays là. Eh bien, ils ont face à eux les Babylone, les forces de répression pour fouiller au cou. Nous avons l'habitude de gommer. Nous avons l'habitude de gommer parce que nous avons battu des fois contre les éléments, hein, contre l'IFE, contre la pluie, contre le cyclone. Donc nous avons l'habitude. Et nous avons été chevillés au corps, devant, bien debout, en combat là ça. Parce que nous pas demandé forcément à bouger, mais il faut que si on décret pour dire nous comme ça que ça pas applicable en Guadeloupe pour nous, ni pour les soignants, ni pour les pompiers. Population, tous ces gens qui apprennent pour un piquer là ça, tous ces gens ça manifester que yo pas honte. Que vous viennent avancer à nous, que vous avancez dans ces meetings là, que vous avancez dans ces défilés là pour yo faire témoignage à vous. Pas ni pour honte à venir témoigner, pas ni pour honte à faire yo prendre conscience. Au contraire, faire venir vers nous pour sentir plus fort pour nous faire l'état français vers toute population, tout Guadeloupéen, politiciens nous comprendre que ça pas bon pour nous. Voilà. Et en passant concernant le décès du jeune lycéen de 15 ans, des zones d'ombre persistent. Si le père pense que la mort de son fils est due aux injections, la mère de ce dernier n'est pas de cet avis. Une autopsie a eu lieu aujourd'hui et devrait faire la lumière sur les circonstances de la mort de cet adolescent qui, je le rappelle, est parti mercredi dernier. Et de plus en plus de personnel de santé emboîtent le pas de la contestation. Les agents de la clinique de Choisy au Gosier ont décidé de se mobiliser contre l'injection forcée. Le reportage de Michel Depape.
Là, je dis là parce que faisons savent que depuis 3 mois, donc il y a une loi qui sortit et loi là qui dit comme ça que tout le monde qui n'est pas vacciné pas ni droit travailler dans la santé. Et donc ce qui fait que nous allons recevoir donc note de service à directeur en nous qui a dit nous comme ça que si nous pas vaccinés, nous ne pouvons pas rester travail. Si nous pas ni donc ça y a crié QR code, donc passe sanitaire, nous ne pouvons pas rentrer travail. Nous pouvons rentrer travail en seul moment, fait nous mettre donc coton en nous toutes les 72 heures pour nous péper rentrer travail et donc employer passe sanitaire là. Et nous, mouvement, nous c'est nous contre le passe sanitaire, nous contre l'obligation vaccinale. Nous nombreux, pas compter yo, mais nous très très nombreux. Alors faisons ça que nous sommes un établissement de santé, donc nous fait ça y a crié en service minimum, nous faisons un service minimum. Donc faisons ça nous en bas piqué grève là nous nombreux, mais ni moun qui travaille parce que nous mettons tout corps de métier dans service minimum là, infirmière, aide-soignante, ASH, brancardier, tout le monde nous te présenter en service minimum parce qu'il faut pas nous oublier que c'est famille en nous, c'est malade qui dans ce lit-là, donc nous mettons en service minimum. Alors, il faut savoir que nous par contre, encore une fois, pour les gens qui veillent, prendre piquet. Contrairement à ça, il y a besoin de diaboliser l'action en nous, il faut nous claircir ça. Nous pas opposer à les gens qui ont envie de prendre piquet. Ça, c'est choix personnel à eux. Simplement, depuis ça, j'ai monté dans d'autres routes, au point de faire peu de travail, pour lequel moi, l'ouvre signé avec la DPS, contrat de travail à moi, n'a pas vrai tampon à Mandenique sans bail, en pas co-signé veille, en pas paraffé pompage veille, pour jeudi juillet, quand il est sorti, puis il dit comme ça, si vous ne nous pas abdiquer, ben, il va mettre nous sans solde, et si vous ne nous pas attendre même, là, nous risquons de perdre travail en nous pour faute grave. Alors, en veillant démontrer qu'il faut grave, en fait un travail en moins. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous tenons employés là qui viennent discuter avec nous bon matin là, et nous bien fait comprendre, nous bien fait étonner que Jodla a pas un semblant nous a fait. Puisque nous déjà en grève, nous déjà démarré en grève depuis le 9 septembre, qui boute veillé par la signature d'un accord, là nous avons demandé compte tenu de ça, de Nuxtedi et aussi le préfet là, de faire pédagogie et observer une certaine souplesse. Nous signons encore veillot, mais aussi avec d'autres responsables d'établissement. Et là, regardez, vendredi, chaque monde a recevoir un courrier personnel et une note de service pour dire, voilà, mais c'est ça qu'il a dit, donc, obtempérer. Et au CHU de Martinique, la tension est toujours palpable entre forces de l'ordre toujours présentes dans l'établissement et les personnels de santé qui sont, vous le savez, poussés vers la sortie. Aujourd'hui, les agents du CHUM étaient vêtus de blanc pour signifier une fois de plus le rejet de l'obligation vaccinale. Et suite à un avis du Conseil des prud'hommes de Troyes, le Conseil constitutionnel va se pencher sur la loi, effectivement cette obligation vaccinale pour les soignants, et pourrait la retoquer selon l'avocat d'une infirmière auboise qui a vu sa suspension annulée. Et on part pour la présentation des binômes du GUSR, en l'occurrence Sabrina Roger, Guy Losbar, Chantal Lérus, Fred Deshaies et Hélène Polifonte et Michel Mado. Le reste en images. Nous sommes particulièrement confiants et motivés. Confiants parce que la population nous a montré à quel point est-ce qu'elle avait confiance en notre binôme et en notre capacité à impulser des actions. Motivés parce qu'effectivement le contexte sanitaire actuel fait que nous devons d'agir et d'agir avec une belle majorité au sein de la collectivité. Chantal et moi, notre état d'esprit, c'est la gagne, c'est la dynamique de rassembler. Déjà, le binôme Odile Maurice et Max Barbeux nous a rejoints. Le remplaçant de Tarius Ouaye également nous a rejoints. Et nous sommes dans une dynamique de rassemblement que nous travaillons tous les jours avec les Abimiens. Et nous sommes à leur côté et nous sommes dans la phase de proposition. Avec la majorité du conseil départemental. On repart aux urnes afin de solliciter le maximum de suffrages et de vraiment concilier la population avec cette collectivité majeure
et celle de toutes les proximités, qu'on dit le conseil départemental, afin d'assurer, de rassurer, de vraiment prouver notre dévotion et vraiment conforter la population et répondre au maximum de ses besoins avec l'engagement qui nous caractérise, quoi. Il est de tradition avant chaque élection que Guadeloupe Unie se prononce sur les candidats investis et soutenus. Là, nous avons, dans le cadre de ces élections partielles, 3 binômes qui sont investis ou soutenus par le GIEC. Donc, il était tout à fait normal que nous ayons cette rencontre aujourd'hui. Et fort de la majorité départementale que nous avons pu mettre en place et qui montre déjà cette énergie, ce dynamisme et cette nouveauté que nous voulons insuffler au niveau du pays. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre reçoit une nouvelle dotation dans le cadre du loto du patrimoine. 500 000 € supplémentaires sont alloués à la réfection de ce lieu de culte, soit 2,5 millions d'euros au total. De quoi au moins colmater les fuites, on espère. Le reportage. On a reçu donc cette somme de 500 000 € qui vient s'ajouter aux 2 millions que l'État et la région ont à deux rassemblés et qui participeront à la réparation et à la consolidation de ce monument historique. Au nom de tous les paroissiens et toutes celles et tous ceux qui fréquentent l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, eh bien, ça donne un peu d'oxygène. Donc alors, un peu d'espérance pour voir au moins, mais c'est avec ça on peut déjà réparer 2 fenêtres, mettre 2 tôles, c'est toujours autant. Parce que vous-même, vous avez vu pendant cette célébration, on a eu un peu de pluie, rien ça, on n'a pas besoin de beaucoup de mots, ça parle. On a vu le bruit que ça faisait et comment ça coulait là, il fallait mettre des seaux, des récipients pour accueillir l'eau. Donc alors rien que ça, rien que ces images, eh bien, montrent que cette église a besoin vraiment d'être restaurée. Les études techniques sont en cours. Il y a des intervenants, même si ce n'est pas visible, mais il y a des ingénieurs, des techniciens qui interviennent. Et nous espérons vraiment que pour le début de l'année 2022, il y aura vraiment ce travail qui va commencer. Mais alors, l'accent sera mis surtout sur la toiture. Parce que c'est ça la priorité, l'urgence. Vous vous en êtes rendu compte qu'effectivement, lorsqu'il pleut, l'église est complètement inondée. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous partons sur des travaux qui vont durer 10 ans. 10 ans, dont la première tranche qui consiste au confortement sismique et la réparation de la toiture. Et la tâche est immense puisque c'est pas moins de 20 millions d'euros qu'il faudrait pour pouvoir restaurer complètement cette église, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est le point de départ d'une campagne de générosité puisqu'on va appeler à travers différents événements, on va appeler les Guadeloupéens à mettre la main à la poche pour donner ici 250, 50, 30, 20 € pour qu'ensemble nous puissions définitivement inscrire cette église dans le paysage pointois. Mission du patrimoine qui finance également les travaux de réhabilitation du moulin à vent de Roussel à Grand-Bourg-de-Marie-Galante. 430 000 € sont engagés pour un check-up de ce lieu de mémoire et site touristique. Les images de Charlie Dagonia. Galante, c'est même pas heureux, très heureux, parce que c'est vrai qu'il faut préserver notre patrimoine. C'est vrai qu'il y a Roussel Trianon, et il y a Murat, il y a Bézard, il y a énormément de patrimoine. Et vous savez que plus un pays est riche en patrimoine, plus que c'est important pour la culture même de nos enfants, l'histoire de nos enfants. Quand j'ai écouté les discours, c'est bien que nos enfants puissent s'imprégner de cette histoire pour nous projeter vers l'avenir, c'est important. Et le patrimoine, vous savez, c'est touristique aussi, parce qu'on peut développer aussi un tourisme autour du patrimoine qui est très important pour l'île. Trop longtemps, nos patrimoines étaient délaissés, étaient en ruine. Je pense que cette génération doit reprendre ce patrimoine pour redonner de la valeur. Et ce chèque, c'est vraiment la bienvenue. Ce moulin à vent que nous allons réhabiliter et cette belle propriété sont l'un des sites les plus magnifiques de l'archipel en termes de monuments, d'ailleurs classés monuments historiques. Mais projet aussi touristique, puisque évidemment que la réhabilitation de ce site permettra au pays marie-galantais d'avoir une plus-value touristique, tant pour le Marie-Galante, mais aussi pour la Guadeloupe. Chaque année, la Fondation retient 18 projets emblématiques. Et l'année dernière, il était déjà prévu seulement l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais comme M. Willy Angel a fait la proposition de ce projet,
Donc c'est tout naturellement que ça a été retenu par la Fondation. Au cours de cette réhabilitation, nous allons mettre en place plusieurs chantiers d'insertion et plusieurs formations à des métiers qui sont devenus rares, des métiers clés. Je pense par exemple au métier de tailleur de pierre, qui est un métier qui est devenu extrêmement rare et qui est très demandé. Donc un projet dans sa globalité qui a plusieurs volets et qui à terme permettra à ce pays marie-galantais de progresser dans sa marche culturelle et touristique et au pays de Guadeloupe d'aller vers l'avant dans la question de la réhabilitation des sites patrimoniaux. Et aux Abîmes, on axe le tourisme sur la biodiversité avec des sites comme Taonaba. Et à cet effet, la ville a renouvelé son partenariat avec le parc national pour continuer son développement. Regardez. C'est une étape importante. C'est l'occasion pour nous d'inscrire des actions spécifiques, travailler avec la ville et de pouvoir les mettre en œuvre. Notamment, on va citer la restructuration de la forêt marécageuse, action 1, sur laquelle on est allé chercher des financements européens à hauteur de 120 000 € cette année, mais sur laquelle, depuis 3 ou 4 ans, nous avons déjà planté près de 3 000 hectares. Donc c'est une continuité. Le potentiel sur le cœur de parc de Taonaba, ce serait 12 000 hectares. Donc c'est une action qu'on pourrait conduire et reconduire encore pendant un certain moment. Donc c'est un moment fort au cours duquel on partage des actions spécifiques à la ville et des actions que le parc mène sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe avec d'autres villes, telles que former les polices municipales à l'environnement, telles que éduquer les jeunes, des actions pédagogiques avec les écoles. La ville des Abîmes et le parc national travaillent ensemble depuis plusieurs années. C'est un partenariat fort. Et la valorisation de notre biodiversité est passée surtout par l'accompagnement du parc national. Vous savez qu'il y a quelques années, les atouts touristiques étaient plutôt portés sur un tourisme de masse, un tourisme balnéaire. Ici, sur le territoire de la ville des Abîmes, nous avons privilégié la valorisation de la biodiversité, mais surtout en passant par la connaissance des habitants, ce patrimoine naturel qu'ils connaissent et qui les entoure depuis plusieurs années sans vraiment le valoriser. Donc nous sommes donc passés par là. Nous sommes passés également par un tourisme, je dirais, de proximité, un tourisme local, un tourisme respectueux de l'environnement. Et c'est ce que le parc national nous a apporté dès 2008. Dès 2008, le parc national nous a bien fait comprendre et puis nous accompagne avec des experts, surtout, pour que nous-mêmes Abîmiens, nous puissions se dire que nous avons un atout touristique à fort potentiel sur notre territoire, pratiquement au cœur de la cité. Voilà, parce que la ville des Abîmes est une ville urbaine et on ne peut pas penser qu'il y a ce poumon d'oxygène, qui a ce poumon vert au cœur de la commune de la ville des Abîmes. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on enchaîne avec l'ouverture de la 6e édition du Festival Bleu Outre-mer qui compte cette année 6 artistes au lieu de 12. Covid oblige. On prend la direction de la galerie L'Art s'en mêle au Gosier. Nous sommes à la galerie L'Art s'en mêle. Là, je suis venue présenter la 6e édition du Festival Bleu Outre-mer. Et comme habituellement, c'est un festival transdisciplinaire. Donc du coup, à chaque année, on ouvre le bal avec justement une exposition d'artistes. Je connaissais le festival par le passé. J'aimais bien la dimension de laboratoire du festival et j'étais vraiment très surpris de l'invitation assez rapide en fait. On a eu vraiment une semaine vraiment pour réagir, décider est-ce que je viens, est-ce que je viens pas. Et j'ai beaucoup aimé le contact et le feeling avec la directrice Nati et sa vision. Elle est enthousiasme, on sent cette énergie d'enthousiasme, de vouloir mélanger les gens. Et ça, c'est rare chez nous, en fait. Chacun est un peu dans son secteur. Et ça fait du bien quand même de revenir en Guadeloupe
faire un événement artistique parce que même si je suis né ici, j'ai quasiment jamais vraiment produit quelque chose ici en fait. La nouveauté déjà c'est qu'ils sont 6. Généralement ça a toujours été des expositions de 12 artistes complets. Deuxième nouveauté, c'est que maintenant le festival se retrouve un peu séquencé, mais plus dans une raison de temporalité, parce que généralement tout le mois d'octobre était constitué du festival, donc l'ouverture de l'exposition. Et pendant ce temps, on avait aussi des journées d'études, des rencontres professionnelles, des spectacles vivants. Donc tout ça était coordonné le même mois. Maintenant, avec ces problématiques en fait sanitaires et de salles, parce qu'en fait la problématique aussi est la disponibilité des salles de spectacle. Donc du coup, on a dû décaler la partie rencontres professionnelles, journée d'études, masterclass, spectacle vivant au mois de décembre. Donc du 2 au 10 décembre. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, on parlera réparation pour l'esclavage, on parlera aussi évidemment de la gestion de crise sanitaire avec notamment Maître Sarah Aristide, ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Maude Petitpas, bonsoir à Alain Haine, bonsoir à Jean-Michel Charlery, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Yvan Franck, à Marie-Hélène Borès, à Clémence Moïsa, bonsoir à Teddy Bomberg, à Joël Bazit, à Titi Guadeloupe, à Odile Zingilet, bonsoir au général Franck Abba. Oui, les élections présidentielles arrivent, donc faites très attention à tout ce qu'on vous raconte. Bonsoir également à Madi Congrès, bonsoir à Yvan Franck, bonsoir. Ah oui, vous y allez, hein. Yvan Franck qui nous dit les présidentielles c'est bientôt et vous aurez des promesses de partout en Guadeloupe. Ah ben, pas qu'en Guadeloupe, tiens, pour le coup, sur tout le territoire national. Bonsoir à Matt Trinity, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Foxy Doug M, bonsoir également à David Falla, à Viviane Coton, à Martin Horte, bonsoir également à Jojo Now 6, bonsoir à GLD Zouti, bonsoir à Louis Rebirth et Jimmy Kamagouvalia. Bonsoir Jimmy, j'espère que tu vas bien. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau.